Bienvenue à ce nouveau numéro de témoignages vivants. Nous allons suivre étape par étape la vie transformée d'un jeune homme. Il s'appelle Gaël Steve Nono Kapchouan. Initié très tôt à la pratique sexuelle par deux filles en âge avancé, il est devenu un don Juan redoutable. Redoutable pour sa vie puisqu'il empruntait le chemin de ses pères avec encore plus de dextérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il grandi? A-t-il été heureux? Nous vous laissons le soin de le découvrir dans ce premier épisode d'une vie transformée intitulée « De la perdition à la nouvelle naissance ». Je suis Gaël Steve Nono Kapchouan. Je suis né d'une famille de 7 enfants, parmi lesquels 5 garçons et 2 filles. Naturellement blagueur dès l'enfance, j'ai été victime d'un viol par 2 filles dès la classe de cours préparatoire. Là, j'habitais à Eliguefa. Ces filles étaient grandes en âge, puisque là, elles étaient déjà au lycée. Moi, j'étais encore au cours préparatoire. Nous étions voisins. Elles m'ont amené dans leur maison et elles m'ont forcé à me déshabiller en me promettant bonbons, ça et là. Elles m'ont flatté à me déshabiller. Au bout de 10 minutes maximum, elles ont arrêté et puis elles m'ont demandé de rentrer à la maison. Ne sachant pas véritablement ce qui s'était passé, je n'avais dit à personne, surtout que mes grands frères cherchaient à draguer ces filles-là, mais elles refusaient. C'est avec le temps que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles refusaient d'avoir une relation avec mes grands frères, mais plutôt faire ce genre de choses avec moi. C'était le début d'une vie je ne vais pas dire de débauche, mais c'était le début d'une perdition très tôt. Je pouvais donc commencer déjà en classe, au cours élémentaire 1, j'envoyais mes doigts dans le sexe de mes petites camarades, le sexe de mes petites camarades. Je savais déjà que je pouvais dire c'est ma femme, c'est ceci, c'est cela. Et ça allait très loin parce qu'en cachette, avec ces petites filles-là, nous faisions des choses pas trop intéressantes. Nous appelions ça les papa et maman. Donc, et dans ces jeux et maman, je me rassurais toujours d'être le papa et la fille parmi les jeunes enfants qui étaient là, que je trouvais belle. Je lui proposais toujours d'être la maman. Ainsi, c'est une histoire qui a continué comme ça. Et puis, même avec certaines cousines éloignées, j'ai commencé à développer de l'affection, de l'attirance, de l'affection quand elle était jolie ou quoi que ce soit. Je me rappelle qu'avec l'une d'elles, puisque là, je suis sorti d'une grande famille polygamique, et avec l'une d'elles, nous avions eu des relations intimes. Je suis au moins d'eux. La première fois que j'ai un rapport, c'est-à-dire je suis conscient de ce que je suis en train de faire et que je ressens des choses bizarres quand même. Déjà, pratiquant ces choses-là, ça s'est répercuté à l'extérieur. J'ai commencé à avoir des petites amies, ça et là. En 6e, j'étais devenu un maître dragueur. Maître dragueur parce que c'est un de mes grands frères me trouvait déterminé et perspicace. Déterminé parce que quand j'allais vers une fille, je devais sortir de là avec un résultat. Et intimidé par certains de mes grands frères parce que quand mes grands frères m'envoyaient, va m'appeler telle fille ou telle, je me battais toujours à ramener du résultat. C'est-à-dire soit un rendez-vous, soit je forçais la fille, même en pleurant s'il fallait le faire,
à venir rencontrer mes frères. Ce qui a été le déclencheur d'un bon nombre de choses. J'étais un garçon très calme, blagueur. Je suis devenu un garçon calme, blagueur, mais fin stratège. Fin stratège parce que je pouvais me retrouver à entretenir un peu plus de 2 relations avec des amis. Je pouvais bien cacher le jeu et je savais ce qu'il fallait faire. Je me rappelle que j'avais été sélectionné, ça c'est une autre parenthèse, j'avais été sélectionné à ça, je crois en 2006 à l'école de foot Brasserie du Cameroun. J'ai joué la Coupe Taupe et puis après la Coupe Taupe, j'ai été sélectionné pour l'école de foot Brasserie du Cameroun et j'avais été envoyé à Ebolova. Et comme je vivais chez mon tuteur, qui était adjoint d'arrondissement de ça, il m'avait facilité l'abri chez l'adjoint d'arrondissement de Bolova. Et vivant chez ce monsieur, il avait des filles, des jolies filles. Arrivé là-bas, j'ai juste continué ce que je faisais déjà. J'ai commencé à entretenir des rapports sexuels avec ces filles, puisque l'une d'elles appréciait ces choses-là. Et comme j'avais été boursier, comme je le disais, j'avais été boursier à l'école de foot. Et ça attirait beaucoup de jeunes filles au lycée qui savaient que je jouais très bien au football et tout ça là. Ça attirait beaucoup de jeunes filles. J'ai multiplié des relations intimes, des petites amies. C'était pas l'école qui était dans ma tête en ce moment-là. C'était juste de la Starmania qui était devenu le motif de vivre parce que il fallait être toujours le jeune garçon qui rassemble les filles, qui attire les filles. Et tout autour, j'avais des amis, j'étais comme le manager. Bon, quand je dis manager, le dragueur, je draguais des filles pour eux, pour certains de mes amis. Et quand il fallait finalement leur donner 100 francs, 500, 200 francs par là, c'était devenu compliqué parce que là où je vivais à Ebolova, je n'étais pas avec mes parents, j'étais dans une famille d'accueil, on va le dire comme ça. J'étais dans une famille d'accueil et je n'avais pas d'argent. C'est ainsi que, étant donc boursier à l'école de foot Brasserie du Cameroun, nous avions une bouteille d'eau Tanguy après l'entraînement. J'avais développé un système avec des coéquipiers et puisque les boutiquiers tout autour de Nkovos à Ebolova, pour ceux qui connaissent la ville, tout autour de Nkovos, il y avait des boutiques. Nous avons donc commencé à livrer des bouteilles d'eau Tanguy. Les boutiquiers savaient que nous étions des pensionnaires de l'école de foot Brasserie, on avait de l'eau et donc ils prenaient cette eau-là. En cette époque, la bouteille d'eau Tanguy, c'était 250 francs, 300 francs. 300 francs sous Tanguy, oui. C'était 300 francs, 250 chez les plus moins chers. Et nous venions livrer les bouteilles à 200 francs. J'avais donc développé un système qui me permettait donc de remplir, de chercher des bouteilles d'eau Tanguy vides, propres, et de les remplir. Il y avait une source non loin de là. Je remplissais de l'eau de source dans ces bouteilles-là. Et puis je donnais à certains de mes coéquipiers d'aller vendre. Je pouvais même prendre mes maillots de l'école de foot Brasserie du Cameroun que nous avions. Je leur demande de porter, d'aller vendre. Et quand ils vendent, je leur donne 100 francs par bouteille. Et c'est comme ça que j'avais développé un système de fabrication de fausses eau Tanguy. Et un jour, j'avais failli être bastonné à Buka Voyage parce que j'avais été attrapé. J'ai vendu une bouteille d'eau puisque j'avais produit un grand stock et il fallait finir. Je suis allé dans un bus de Buka Voyage proposant l'eau Tanguy à 200 francs. Ça a attiré l'attention de plusieurs personnes qui ont commencé à demander. Et une des mamans dans ce bus-là a ouvert la bouteille
La bouteille n'a pas fait le bruit de crack, c'est-à-dire le caoutchouc là n'a pas fait crack. C'était un détail que j'avais manqué. Et puis elle a dit, mais cet enfant est en train de vendre du n'importe quoi. Il y a eu une sorte d'agglomération, une foule de personnes tout autour de moi, déchaînées, décidées à me bastonner. Et puis a surgi de nulle part un papa qui grondait plus que tout le monde et qui me poussait. En fait, j'avais compris plus tard qu'il était en train de me sauver la vie parce qu'il me poussait en m'insultant, en disant de n'importe quoi, bandit, voleur, va-t'en et tout ça. Il me poussait. Et quand nous sommes sortis de l'enceinte de l'agence, juste à l'école catholique qui était là, quand nous sommes arrivés à ce niveau, il m'a fait le signe de partir et de ne pas regarder derrière. C'est comme ça que j'avais évité cette fessée publique. À côté de ce banditisme, de ce vol, cette vie déjà de petite fille à gauche, à droite, il y avait aussi cette attitude que j'avais développée parce qu'avec mes frères, nous fabriquions très tôt des fausses pièces d'argent, des fausses pièces de 500 francs et j'étais le facilitateur. Le facilitateur, c'est-à-dire pendant qu'on finit de fabriquer ces fausses pièces d'argent avec les vieilles batteries, nous les fabriquons, ces fausses pièces d'argent. C'est à moi qu'on donnait parce que j'ai toujours eu un regard naïf, une attitude naïve. Donc on me donnait pour que j'aille échanger en boulet. Marché à Bomban, pour ceux qui connaissent le petit marché d'Abomban, j'allais là-bas chaque soir et les femmes qui vendaient les blindés ce sont des bâtons de manioc qu'on met l'arachide au milieu. Et donc j'allais donner ça à ces femmes, à ces vendeurs-là, tantôt 500 francs, 5 bâtons, parce que c'était 100 francs le bâton blindé et le bâton simple c'était 50 francs. Donc c'était déjà une attitude que j'avais développée. Vous voyez, c'est une façon de vivre que j'avais développée à mesure que le temps passait. Les parents ne pouvaient pas savoir ce que j'étais en train d'emmagasiner comme potentiel. Parce que finalement, en classe de... Parce que je pars des boulots en classe de 3e, donc de la classe de 4e pour la 3e, je pars des Bolova et je suis admis au lycée général Leclerc. Et c'est là où je rencontre, je fais la connaissance d'une fille que je ne vais pas, que je vais taire le nom. Je fais donc la rencontre d'une fille qui va, elle aussi, développer avec moi un autre niveau d'impudicité, de vie sexuelle intime. Et je crois que, en fait, parce que plus tard, je vais être détecté, on va détecter une hépatite B. On va détecter chez moi une hépatite B en classe de première. Donc, de 3e là, je vis une vie de prolifération de mauvaises choses et puis finalement, j'entretiens avec elle des relations intimes, quelquefois non protégées, avec plusieurs autres parce que je vivais juste derrière le lycée Leclerc. Et là, j'avais beaucoup d'autres copines avec lesquelles nous entretenions des relations sexuelles. C'est une parenthèse avec l'une d'elles d'ailleurs. Ma maman savait que j'étais un enfant naïf, qui ne savait même pas. Et elle avait été surprise de m'attraper dans la chambre avec une fille sur son lit. Elle avait été choquée de cette... De me voir en train de faire ce genre de... C'était un scandale, je me rappelle elle s'était déchaînée sur la fille, elle avait copieusement bastonné cette fille-là pendant que j'avais pris le temps de fuir, de sortir de la maison. C'était très choquant. Et puis, chemin faisant, comme je vous l'ai dit, partant des Bolova, là j'étais boursier pour l'école de foot brasserie du Cameroun. Et en même temps, quand je finis mes 3 ans là-bas, il y a une autre sélection qui est lancée dans le Grand Sud. On voulait 15 jeunes pour aller à Douala pour la présélection pour la KSA.
Et je suis présélectionné parmi les 15. Nous sommes allés à Douala pour ces présélections-là. De retour donc de Douala, je vais finalement entrer dans un club, un peu CFM. Après le CFM, c'était le Cercle des Amis de Simbok. Et c'est au niveau du Cercle des Amis de Simbok que je suis présélectionné pour l'école. Là, pas pour l'école, je suis présélectionné pour les Lions cadets par le coach Kor, qui était le coach des moins de 17 ans. Je suis donc sélectionné pour les Lions cadets. Ça encore augmente un niveau de vantardise parce que quand je suis présélectionné comme ça, je suis là déjà en classe de première, ma première année de faire première. Je suis sélectionné, ça attire encore de l'attention des camarades, des filles. En fait, je veux dire, le niveau encore le niveau de vie, de malhonnêteté, de banditisme augmente. C'était comme si j'allais d'échelle, sur une échelle de 12, je suis parti de 7 ou 10. Donc, la vie de péché et entre-temps la vie de rébellion parce que à la maison, il était difficile pour ma propre maman de m'envoyer parce que on ne savait pas comment j'allais réagir. À chaque fois qu'il y avait des petites réunions de famille, c'était non. Bon, bref, j'étais devenu la brosse à dents, même à l'école de mes enseignants, qui me trouvaient intelligent mais très désordonné. Bon, du moins blagueur parce que je savais pousser des petits mots pendant que la classe varie et tout ça. Là, j'étais l'instigateur, mais je n'étais pas soupçonné. J'étais tellement désordonné qu'un jour, le chef de classe avait été menacé. C'est ce qu'on m'avait raconté parce que je n'étais pas allé à l'école ce jour-là. Mais dans la liste des bavards, bizarrement, il y avait mon nom. Et le surveillant général s'était rendu compte que le chef de classe avait peut-être quelque chose contre moi. C'est juste il savait que Nono est celui qui organise le désordre dans la classe. Et donc, il y avait toujours mon nom. C'était donc surprenant que je sois absent et qu'il y ait mon nom dans la liste de bavards. Chemin faisant, donc, ma deuxième année en première, là c'est en 2008 et spécifiquement en avril 2008, pendant que nous étions en train de bûcher, il faut souligner que j'allais à l'église. Je suis là dans une famille protestante, toute ma famille elle est protestante, j'allais naturellement à l'église et puis je ne lisais pas la Bible. Pour moi, vivant la vie que je menais, parce que à côté de l'impudicité, je pouvais me retrouver tous les jeudis au safari, pour le safari le jeudi des filles au safari, où nous faisions des choses terribles. J'ai eu des amis là-bas qui pouvaient voler 1 million à leurs parents sans que le parent ne soit au courant. Et c'est moi qui étais le gestionnaire de tout cet argent-là. C'est-à-dire, eux, ils venaient avec l'argent, ils ne savaient pas s'habiller, je pouvais leur acheter des habits. Ils ne savaient pas draguer les femmes, je pouvais draguer les femmes pour eux. Je faisais des réservations au safari, réservations de table et tout ça là. C'était une vie d'impudicité, une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et, comme je le disais, en avril 2008, je suis donc en train de bûcher avec des camarades. Et pendant que je suis en train de bûcher avec des camarades, une chanson dans mon téléphone, c'était seulement les chansons du dehors, comme on l'appelle communément, qui était dans mon téléphone. Et puis une chanson assez intéressante, une seule chanson gospel qui chantait « Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas ». Cette chanson a apporté une sorte de tranquillité dans mon cœur, une sorte de paix. Et j'ai mis repeat. Au tableau, j'ai commencé à danser. Et mes camarades me demandaient « Non, qu'est-ce qui t'arrive ?» Comme je n'habitais pas loin, je suis parti avec écoutant cette chanson-là, je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à danser cette chanson. Je dansais ma petite nièce Flavienne. J'ai commencé à danser avec elle, elle était encore très petite. J'ai commencé à danser avec elle, après je suis allé dans la chambre. Je sentais une pression de demander pardon à Dieu, mais je ne connaissais pas comment on prie.
je sentais qu'il fallait que je sois guidé par la Bible. J'avais le petit Nouveau Testament bleu là, mais je ne savais pas comment on lit la Bible, comment on fouille la Bible. Et puis, j'ai pris les premières pages là, j'ai vu salut, guérison. Il y avait beaucoup de sous-thèmes là. Je n'avais pas besoin d'une guérison. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Mais salut m'a intéressé. Et puis de là, j'ai lu Romains chapitre 10, le verset 9, qui disait « Si tu confesses de ta vie le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. » Là encore, je me mets à pleurer et là, à chaudes larmes, coulant des larmes, les morts sortaient par les narines. À ce niveau, je lis encore un autre passage qui me conduit, c'est Jean chapitre 3, le verset 3, qui dit « Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce verset-là vient m'apaiser parce que je comprends que, comme je demande pardon, sûrement je vais voir le royaume de Dieu. En ce moment, je me mets à prier avec une paix dans le cœur, à remercier Dieu en lui disant que je ne méritais pas de vivre, je ne méritais pas tout, mais au moins je lui remerciais pour le salut. Ne sachant pas ce que j'avais fait, j'avais un cousin qui n'habitait pas loin de la maison. Je suis allé vers lui le soir et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit « Oh, tu viens de donner ta vie à Jésus ». Il m'a embrassé très fort. C'est comme ça qu'il a commencé à me donner des passages à lire, à me suivre en tout cas. Me donner des passages à lire. Je lui faisais des petits résumés. Et par sa vie, parce qu'il était un modèle dans la famille, par sa vie, j'avais décidé de lui poser des questions déjà sur comment on faisait pour... Parce que je croyais que naître de nouveau en ce moment-là, passer au verset 5, il faut naître d'eau. Je croyais que naître d'eau, là, c'est le baptême. J'ai commencé à poser des questions sur le baptême. J'ai commencé à poser des questions sur le baptême et il m'édifiait, il m'expliquait ce que c'est que le baptême par immersion, par aspersion. Finalement, je suis intéressé de me rendre à l'église et un jour, je vais à l'église, un message encore intéressant sur le salut qui en profondeur explique le salut. Je me rends donc compte que en réalité j'avais fait sans savoir tout ce que le prédicateur de ce jour était en train de raconter et il y avait donc une paix, une joie immense qui était rentrée dans mon cœur. Moi qui étais désordonné, troublé par la vie que je menais et toutes ces choses-là, je m'étais rendu compte, tic au tac là, après avoir écouté ce message-là, qu'il y avait une paix dans mon cœur, il y avait de la joie dans mon cœur et j'étais devenu très épanoui, très épanoui. Du coup, j'avais commencé une vie d'évangélisation sans le savoir parce que les filles que je draguais, j'étais le facilitateur des garçons, donc les filles venaient toujours me voir quand elles avaient des problèmes avec leurs gars et à chaque fois qu'elles venaient me voir à la récréation, je rassemblais toutes ces filles-là, ces camarades et je leur racontais, je leur disais que je ne peux plus vous dire des choses qui ne sont pas vraies et je leur partageais mon témoignage, comment Jésus avait changé ma vie. Je n'acceptais plus les invitations pour les piscines parties et pour faire un certain nombre de choses. Je pouvais maintenant les conseiller. Sans connaître la Bible, je leur parlais juste de comment Jésus avait changé mon cœur, comment il m'avait donné la joie et comment il avait mis dans mon cœur le dégoût du péché, le dégoût du sexe, le dégoût du mensonge, le dégoût de la roubladise, autant pour moi, le dégoût de beaucoup de choses. Et à la maison, on avait constaté que je n'étais plus la même personne. J'étais plus la même personne, j'étais devenu plus radical à mesure que j'écoutais des enseignements, je devenais plus radical, plus sérieux, j'étais devenu un enfant de Dieu, sérieux, et c'est de là que quelques réflexions après, j'ai eu à réfléchir et à écouter cette chanson de Chioma Dijos, une Nigérienne,
Child of God is my name. Enfant de Dieu, c'est mon nom. Enfant de Dieu, c'est mon nom. Child of God is my name. Et puis j'étais joyeux. Enfant de Dieu, c'est mon nom. Je n'ai peur de rien. Enfant de Dieu, c'est mon nom. Son nom, c'est Jéhovah Nissi. Enfant de Dieu, c'est mon nom. J'ai pas peur de marabout. Enfant de Dieu, c'est mon nom. Son nom, c'est omniprésent. Des systèmes de drague, d'arnaque, la vie de luxure, il faut dire que Gaël avait une facilité à faire le mal. Le succès auprès des filles, dont le football avec le ballon l'égarait davantage. Attiré à Christ par Dieu, la parole du salut est entrée dans son cœur. Qu'est devenu l'homme nouveau? Le fils prodigue est-il retourné à manger ce qu'il avait vomi? Ou alors quoi? Marie-Claire Massing que je suis vous donne rendez-vous très prochainement pour suivre les péripéties de l'enfant de Dieu Nono.